Bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc à ce nouveau point presse de ce jeudi 10 juillet. Nous commencerons avec un point sur les actualités du ministère des Armées et nous passerons ensuite au focus thématique qui est dédié cette semaine à la stratégie de défense pour l'Arctique du ministère des Armées. Et à ce titre, nous accueillons aujourd'hui Tristan Claret-Trentelive, chef du département au sein de la Direction générale des relations internationales et de la stratégie, la DGRIS. Il nous présentera la stratégie de défense de la France pour l'Arctique. Nous poursuivrons ensuite avec un point sur les opérations militaires françaises avec Guillaume Vernet, porte-parole du chef d'état-major des armées. Et enfin, en complément, nous accueillons aujourd'hui le capitaine de vaisseau Nicolas Rossignol, chef du département Asie, Océanie, Amérique latine de la DGRIS, qui nous parlera du partenariat franco-indonésien alors que l'Indonésie ouvrira la parade du 14 juillet. Avant les actualités du ministère, je vous propose de passer en revue les événements phares de cette semaine. Depuis mardi, le président de la République est au Royaume-Uni pour une visite d'État. Et ce matin se tient le 37e sommet franco-britannique avec un volet défense. Sébastien Lecornu, qui accompagne le président, a rencontré hier son homologue britannique John Healey. Ils ont visité ensemble les locaux de MBDA à Stevenage. Le ministre des Armées Sébastien Lecornu et la ministre déléguée aux anciens combattants à la mémoire Patricia Miralles participeront aux événements autour de la fête nationale du 14 juillet. À cet égard, ils recevront notamment ce dimanche les familles de militaires endeuillés à l'hôtel de Brienne et rencontreront les soldats blessés des armées. Je passe aux actualités du ministère. Je commence par une actualité de l'armée de terre. La 175e édition du Carrousel de Saumur se tiendra cette année les 12 et 13 juillet. Pour cet événement, les écoles militaires de Saumur ouvriront leurs portes au public, l'occasion de découvrir les traditions, l'histoire et les métiers de l'armée de terre. Cette édition met à l'honneur le bicentenaire de la réinstallation de l'école de cavalerie à Saumur et du corps de cavaliers d'élite français, le Cadre Noir. C'est plus de 700 militaires qui seront mobilisés pour cet événement pour offrir aux visiteurs un grand spectacle sur 2 jours à l'occasion des après-midi du Carrousel. Au programme des démonstrations équestres et des démonstrations de blindés militaires historiques et bien sûr une fanfare militaire. Un salon du livre et de la bande dessinée militaire se tiendra également au musée de la cavalerie. Mais pour plus d'informations, n'hésitez pas à vous rapprocher du CIRPATER. Je poursuis avec une actualité opérationnelle. Du 7 au 9 juillet a eu lieu en Atlantique l'exercice Étendard 25. Avant le retour à Toulon la semaine prochaine du groupe Jeanne d'Arc, composé du porte-hélicoptère amphibie Mistral et de la frégate type Lafayette Surcouf, les officiers élèves ont pris le contrôle du Task Group pour conduire l'exercice Étendard 25. L'objectif principal de cet exercice est de confronter les jeunes officiers à leurs futures responsabilités dans un exercice de restitution et de synthèse finale dans un scénario de haute intensité. Répartis en 2 forces, bleues et rouges, les officiers élèves ont ainsi pris la tête des opérations depuis la phase de planification jusqu'à leur conduite. Les unités engagées pour l'équipe bleue étaient la frégate multimission Bretagne, le porte-hélicoptère amphibie Mistral et 2 rafales marines. Du côté de l'équipe rouge, il s'agissait de la frégate type Lafayette Surcouf, du patrouilleur de haute mer commandant Blison et d'un hélicoptère NH-90 et d'un F-406. Cet exercice final marque la fin de 5 mois de déploiement intense et riche en formation et il a été remporté par l'équipe bleue. Bravo à eux. Les midship, comme on les appelle, sont désormais prêts à laisser leur statut d'élève pour prendre pleinement possession de leur rôle d'officier à bord des bâtiments sur lesquels ils serviront pour la poursuite de leur carrière. Petit point d'étape sur le chantier de restauration des tableaux de la chapelle Saint-Louis de l'école militaire à Paris. En 2021, le ministère des Armées, en sa qualité de dépositaire des tableaux, a lancé une opération d'envergure afin de rénover et de redonner à ces œuvres l'éclat qu'elles méritent. Classés monuments historiques, ces tableaux représentent les valeurs ayant guidé la vie du patron des armées françaises, Saint-Louis. 4 des 9 tableaux de la chapelle ont déjà été restaurés et le projet sera finalisé en 2026.
Financé en partie par les fonds de la direction de la mémoire, de la culture et des archives du ministère des Armées, ce projet repose avant tout sur la générosité de nombreux mécènes, particuliers ou entreprises. Un appel aux dons est lancé par la Fondation Avenir du patrimoine français. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à vous rapprocher du SGACOM. Je poursuis avec une actualité en lien avec le 14 juillet. Le gouverneur militaire de Paris organise à l'occasion de la fête nationale une opération de relations publiques interarmées à l'Hôtel national des Invalides. L'édition 2025 de cet événement ouvert au public, intitulé « Les Français à la rencontre de leurs armées », sera divisée en 2 pôles. Vous pourrez ainsi retrouver dans les Jardins Nord le pôle rayonnement, recrutement, où différents personnels issus des 3 armées et des directions et services du ministère seront présents pour partager leur quotidien et expliquer au public le sens de leur engagement. Sur les stands de la direction du service national et de la jeunesse, les visiteurs pourront découvrir les nouveautés de la journée de défense et citoyenneté. Et vous aurez également la possibilité de découvrir dans la cour d'honneur le pôle innovation, organisé par l'Agence de l'innovation de défense avec le soutien de la DGA. Ce pôle innovation accueillera 81 projets répartis selon 5 thématiques: l'engagement, le soutien, formation, entraînement, espace et protection. En marge du défilé et tout au long de la journée, vous pourrez assister à plusieurs démonstrations et participer à différentes animations dynamiques. L'armée de terre présentera ainsi le parcours tactique drone, une immersion en réalité virtuelle dans le domaine de l'aérocombat et du pilotage de drones sera aussi proposée. La Marine nationale présentera des maquettes de nombreux navires et aéronefs. Elle fera plonger le public au cœur des bâtiments de combat grâce à des dispositifs immersifs en réalité virtuelle. Le visiteur pourra également admirer une embarcation commando à usage multiple embarquable, que l'on appelle aussi écume, tout en entendant jouer le bagad de l'Anbiway. À l'issue du défilé militaire, une base aérienne projetée sera mise en œuvre sur l'esplanade des Invalides. Et à cette occasion, les visiteurs pourront monter dans un Mirage 2000, voir l'intérieur d'hélicoptères Caracal, Puma et Fennec, ou encore interroger leurs équipages. Enfin, un Alpha-Jet de la Patrouille de France sera présent sur le rond-point du Bleuet. Cet événement à ne pas manquer accueillera le grand public de 10h à 19h et la presse dès 7h le matin. Et je vous signale également qu'une collecte de sang sera organisée par le Centre de transfusion sanguine dans la salle Turenne. Pour plus d'informations, je vous invite à vous rapprocher des équipes communication du GMP. Pour conclure ces actualités, nous vous donnons rendez-vous ce dimanche à 17h30 sur la chaîne parlementaire pour la diffusion du nouveau reportage du Journal de la Défense. Dans cet épisode intitulé « Narcops, lutter contre le narcotrafic maritime », vous pourrez observer de près le quotidien d'une frégate de surveillance de la Marine nationale dans la zone Caraïbe. Cette immersion inédite témoigne de l'implication de la Marine nationale dans la lutte contre le trafic de stupéfiants. En 2024, la Marine nationale a en effet réalisé un volume particulièrement important de saisies en mer à hauteur de 48 tonnes de stupéfiants en 2024. Je ne vous en dis pas plus et vous propose de visionner la petite bande-annonce de ce reportage. Zone Caraïbe, commando marine, frégate de surveillance. Les opérations de lutte contre le narcotrafic par GoFast sont réalisées en haute mer plusieurs fois par an. Immersion à bord de la frégate Germinal pour témoigner de l'implication de la Marine nationale. Dans le Journal de la Défense, dimanche à 17h30. Donc n'hésitez pas, 17h30 ce dimanche, mais des rediffusions sur YouTube seront également sur la chaîne parlementaire, et puis sur YouTube, sur notre chaîne du ministère des Armées. Alors, donc j'en ai terminé avec les actualités, avez-vous éventuellement des questions ? Oui, bonjour, Eric Bigala, Radio France. Juste une petite précision, les 48 tonnes de stupéfiants saisis au cours de l'année, ce sont les campagnes en Caraïbes uniquement ou vous comptez également des saisies, Golfe de Guinée, ce genre de choses ? Je crois que c'est global. C'est global, c'est un chiffre global. Ouais. S'il n'y a plus de questions, nous allons passer maintenant au focus thématique consacré à la présentation de la stratégie de défense pour l'Arctique du ministère des Armées. Une première pour cette région qui contribue à la profondeur stratégique de la France. Si la stratégie est nouvelle et répond aux mutations rapides de cet espace, la France y porte un intérêt ancien.
Dès 1963, la France est la première nation à établir une base de recherche au Svalbard. En 2000, la France acquiert un statut d'observateur au Conseil de l'Arctique et elle participe également à l'Arctic Security Forces Roundtable, l'une des rares instances de dialogue militaire sur la zone. En 2018, pour la toute première fois, le Rhône, un bâtiment de soutien et d'assistance hauturier, effectue en totale autonomie la traversée du passage du Nord-Est, sans brise-glace. C'est une belle démonstration de la maîtrise de nos marins. Le ministère des Armées développe ses coopérations sur l'Arctique avec les pays riverains, dont la Norvège, où le ministre des Armées a participé à la visite d'État à Oslo les 23 et 24 juin dernier. Et la région arctique représente un espace d'intérêt stratégique croissant à la croisée des enjeux militaires, climatiques, économiques et géopolitiques. L'Arctique est en effet devenu un espace d'expression de puissance pour plusieurs acteurs de la région. Les évolutions dans cette zone pourraient avoir à terme un impact significatif sur les intérêts français et européens. Cette réalité a été identifiée dès 2017 par la Revue nationale stratégique qui décrivait l'Arctique comme un possible espace de confrontation. Et aujourd'hui, les mutations régionales s'accélèrent. Dans ce contexte évolutif, la stratégie du ministère des Armées détermine les enjeux et objectifs stratégiques de défense en Arctique. Mais je ne vous en dis pas plus et cède la parole à M. Tristan Claret-Trentelivre, chef de département au sein de la DGRIS, qui va vous présenter plus en détail cette stratégie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis Tristan Claret-Trentelivre, chef de département en charge des stratégies au sein de la direction stratégie de défense, prospective et contre-prolifération à la DGRIS. En introduction, je souhaiterais rappeler que l'article a été identifié dès la revue stratégique de 2017, comme vous l'avez dit Madame la déléguée, comme, je cite, un espace de confrontation potentielle. Dans la continuité, le président de la République avait mandaté l'ambassadeur pour les pôles afin d'élaborer une stratégie polaire interministérielle, finalement publiée en avril 2022. Bien que celle-ci ait été centrée sur les enjeux de coopération scientifique, elle soulignait déjà le caractère stratégique croissant de cette région. C'est donc dans le prolongement de cette stratégie polaire interministérielle qu'ont été lancés les travaux préparatoires à l'élaboration d'une stratégie de défense pour l'Arctique, présentée aujourd'hui, qui constitue la première stratégie dédiée à la région pour le ministère des Armées. Réalisée sous le pilotage de la direction stratégie de défense, prospective et contre-prolifération de la DGRIS, cette stratégie a fait l'objet d'échanges avec toutes les entités intéressées du ministère des Armées, qui ont été associées et consultées, notamment à l'état-major des armées et dans les états-majors d'armées. Ces grands axes ont également été partagés en amont avec nos alliés de la région arctique, dans le cadre de nos dialogues stratégiques bilatéraux, afin d'assurer de la convergence de nos analyses de la situation et de nos vues avec nos principaux partenaires intéressés. Je vous propose d'articuler la présentation de cette stratégie de défense autour de 3 axes. D'abord, un panorama rapide du contexte stratégique de l'Arctique. Ensuite, un éclairage sur les enjeux spécifiques pour la France. Et enfin, les objectifs et lignes directrices de cette stratégie de défense. Suivante. L'Arctique est aujourd'hui le théâtre de mutations rapides, à la fois climatiques et géopolitiques, 2 dynamiques étroitement imbriquées. Le réchauffement y est environ 2 fois plus rapide que dans le reste du monde. Le dégel progressif rend désormais accessibles des ressources minérales et énergétiques sous-marines. Selon les Nations Unies, la région abriterait ainsi près de 13% des réserves mondiales de pétrole non découvertes et 30% des réserves de gaz naturel non encore découvertes, ainsi qu'environ 130 millions de tonnes de terres rares et de métaux critiques, concentrés principalement en Russie, au sud du Canada et au Groenland. En parallèle, le retrait progressif de la calotte glaciaire, notamment durant l'été, ouvre progressivement de nouvelles voies maritimes, à l'image du passage du Nord-Est ou route maritime du Nord, reliant l'Europe à l'Asie via les eaux russes. Cette route pourrait, à l'horizon 2050, réduire de 40% le temps de transit entre les 2 continents, avec des gains logistiques et économiques potentiellement significatifs. L'Arctique est également, de façon croissante, un espace d'expression de puissance pour plusieurs compétiteurs stratégiques majeurs et, plus largement, fait l'objet d'importants réinvestissements de nombreuses puissances à travers des stratégies dédiées à l'Arctique et des efforts capacitaires significatifs. Pour la Russie, cette région constitue une zone d'intérêt vital, notamment en raison de la présence de sa composante nucléaire. Notons que sa doctrine navale actualisée en juillet 2022 illustre cette priorité, en rehaussant le statut stratégique de l'Arctique dans la hiérarchie de ses priorités régionales.
Moscou y déploie ainsi un dispositif capacitaire complet qui lui permet désormais d'agir dans tous les champs de conflictualité. La Chine, pour sa part, manifeste également un intérêt croissant pour cette région. Depuis la publication de son livre blanc sur l'Arctique en 2018, elle se positionne en effet comme une puissance polaire internationale ou comme un pays du proche Arctique. À travers ces désignations, Pékin cherche à légitimer sa présence dans la région, à développer son expertise scientifique et à renforcer ses capacités d'action, notamment dans le domaine commercial. Elle investit activement dans les infrastructures portuaires et les télécommunications, tout en se dotant de moyens spécialisés, comme les brise-glaces, et ce, dans une approche souvent duale. La coopération sino-russe s'intensifie par ailleurs, comme en témoigne la signature l'année passée d'un mémorandum entre leurs forces de sécurité intérieure ou par l'organisation de patrouilles conjointes de garde-côtes. Les États-Unis portent également une attention croissante à cette région, qui se traduit par une ambition en matière de développement capacitaire, notamment de brise-glace, et par une coopération accrue avec ses partenaires riverains de l'Arctique. Une première stratégie de défense spécifique à l'Arctique avait déjà été adoptée en 2019 par les États-Unis, avant d'être actualisée à l'été 2024. Washington a également signé de nombreux accords avec les différents pays scandinaves dans l'objectif d'élargir ses facilités logistiques dans la région et d'ouvrir de nouveaux sites d'entraînement. Le Royaume-Uni, pour sa part, avait annoncé dès 2023 l'ouverture d'une base militaire dans le nord de la Norvège et mène par ailleurs des missions ISR dans l'espace aérien finlandais, en bordure de la frontière russe. Son implication opérationnelle est en effet nettement renforcée depuis quelques années. Le Canada, la Norvège, la Finlande et la Suède intensifient également leurs investissements arctiques. Ces pays modernisent leur flotte de garde-côtes, renforcent leurs infrastructures et développent des partenariats accrus sur la région. Le Canada, en particulier, a récemment fait de l'Arctique une priorité sécuritaire, adoptant en décembre 2024 une stratégie dédiée. Ottawa investit massivement dans ses capacités militaires et civiles afin de consolider son contrôle sur le passage du Nord-Ouest. La Norvège figure parmi les États les plus engagés. Elle a publié une stratégie arctique dès 2020 et relevé en 2022 le niveau d'alerte de ses forces armées. Enfin, l'OTAN renforce de fait sa présence dans la région avec l'intégration de la Finlande et de la Suède, portant à 7 le nombre d'États riverains membres de l'Alliance, et intensifie les exercices d'ampleur dans cette région, à l'image de Nordic Response en 2024. Elle s'appuie également sur ses centres d'excellence, notamment en Norvège, pour approfondir son expertise opérationnelle dans cet environnement extrême. Suivante. 4 enjeux stratégiques majeurs se dégagent pour la France dans ce contexte. Le premier est bien sûr celui de la défense collective et de la sécurité européenne. Dans l'espace euro-atlantique, notre appartenance à l'OTAN et à l'Union européenne nous lie stratégiquement à 7 des 8 membres du Conseil de l'Arctique. Cette solidarité peut, le cas échéant, impliquer la mise en œuvre des clauses de défense collective à travers l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord ou l'article 42 alinéa 7 du traité de l'Union européenne. La France pourrait alors être amenée à soutenir un État allié ou à contribuer au maintien de la stabilité dans la région, y compris par l'engagement de ses forces. Le deuxième enjeu réside dans l'accès à l'espace arctique pour les forces armées françaises face à la contestation croissante des compétiteurs et au risque de débordement en Atlantique Nord. Les bouleversements géographiques rapprochent l'Europe du Pacifique, ce qui impose à la France de préserver sa capacité de projection et de manœuvre dans cet espace arctique, afin de préserver sa capacité à opérer dans l'Arctique, d'autant plus que les forces militaires des compétiteurs de la France y renforcent une présence susceptible de modifier les équilibres stratégiques. Le troisième enjeu porte sur la sécurisation des approvisionnements en ressources critiques, notamment énergétiques, que ce soit au niveau des chaînes d'exploitation ou de transport, et plus spécifiquement en minerais stratégiques, dont les ressources dans la région sont considérables. Par ailleurs, de nouvelles routes aériennes polaires s'ouvrent régulièrement en raison des progrès réalisés dans le domaine de la navigation circumpolaire. Enfin, un quatrième enjeu concerne la protection des biens et des personnes, qu'ils soient français ou européens. Le ministère des Armées est en effet à ce jour le seul acteur étatique capable d'intervenir dans cette région, notamment pour des missions de service public élargies, opérations de recherche et de sauvetage, lutte contre la pollution accidentelle ou appui logistique en environnement extrême. Face à ces défis, le projet de stratégie arctique identifie comme zone d'intérêt prioritaire l'arc situé entre le Groenland et la mer de Kara. Vous pouvez l'observer sur la carte projetée à l'écran. Cette frange périphérique de l'Europe constitue pour la France un espace dans lequel elle entend préserver sa liberté d'action. Suivante. Alors certes,
l'Arctique reste pour le moment un théâtre secondaire pour la France, mais voit sa dimension stratégique se renforcer et nécessite de ce fait une attention croissante dans les décennies à venir. Le projet de stratégie de défense arctique souligne donc que si la France ne peut évidemment placer l'Arctique au sommet de ses priorités, la décennie à venir doit cependant être considérée comme une phase de latence organisationnelle et capacitaire, permettant de pouvoir à terme y défendre nos intérêts, en particulier dans cette zone d'intérêt prioritaire. Pour ce faire, le projet de stratégie propose 3 objectifs stratégiques. Premièrement, contribuer au maintien de la stabilité de la zone arctique. Deuxièmement, préserver la liberté d'action française et européenne, commerciale comme militaire, dans les espaces communs de la zone. Troisièmement, développer des capacités militaires françaises permettant d'opérer, voire de combattre, dans et depuis l'Arctique. Ces objectifs sont déclinés selon 3 piliers, qualifiés respectivement de positionnement stratégique, de coopération et de capacitaire. Le pilier positionnement d'abord. Il a pour vocation de renforcer la visibilité et la légitimité de la France dans la gouvernance de l'Arctique, et qui implique, entre autres, une participation accrue aux instances et forums traitant de cette région, et l'intégration d'un volet arctique plus systématique dans nos dialogues politico-militaires avec les membres du Conseil de l'Arctique. Le pilier coopération, ensuite, qui a pour objectif d'évaluer les objectifs des acteurs présents et de déterminer les périmètres des convergences éventuelles. Il implique la mise en œuvre de partenariats bilatéraux renforcés avec nos pays partenaires, tels que le Canada, le Danemark, les États-Unis, la Finlande et la Norvège, dans des domaines variés, allant de la logistique au renseignement, en passant par la montée en gamme de nos entraînements conjoints dans la région. Je souligne en particulier la densité du développement de la coopération de la France avec ce pays, comme illustré le mois dernier encore par la visite du ministre des Armées en Norvège, la 2e en 2025. Ce pilier coopération implique également le renforcement du rôle de la France au sein de l'OTAN. Le renforcement de l'interopérabilité dans cette région avec nos alliés doit en effet pouvoir contribuer à la consolidation de notre posture régionale, à l'élévation du niveau d'ambition d'exercices multilatéraux et au développement de capacités adaptées aux contraintes arctiques, dans l'objectif d'envoyer un message de stabilité régionale. Le pilier capacitaire, enfin, puisque les conditions qui règnent dans cette région nécessitent des moyens spécifiques, que ce soit dans le domaine spatial, qui joue un rôle essentiel, tout autant pour la surveillance maritime, les télécommunications ou l'exploitation des orbites polaires, que dans le domaine naval. Le renforcement des capacités existantes, qu'il s'agisse de la mise en place de senseurs ou de systèmes de protection spécifiques, permanents ou de circonstances, sera étudié au cas par cas durant la prochaine décennie, en analysant le niveau de durcissement nécessaire au regard du surcoût potentiel induit. Voilà qui achève cette présentation synthétique du contenu de la stratégie de défense pour l'Arctique. La publication aujourd'hui de la stratégie de défense pour l'Arctique n'est qu'une première étape qui conduira à son portage et à sa déclinaison par les différentes entités concernées du ministère. Elle fera notamment l'objet d'un événement dédié à la rentrée de septembre, la conférence Arctique de Paris 2025, co-organisée par le ministère des Armées et l'IFRI. Les dates exactes de cet événement seront communiquées très prochainement. Des exemplaires papier de la stratégie de défense pour l'Arctique sont à votre disposition au fond de la salle, exemplaires que nous vous invitons à récupérer en sortant, à l'issue du point presse. Le texte de la stratégie sera également disponible en ligne sur le site internet du ministère des Armées. J'en ai terminé avec cette courte présentation et me tiens désormais à votre disposition en cas de questions. Monsieur, bonjour. Christophe Villon pour le magazine Airfan et Défense Expert. Deux petites questions. La première, vous avez donc évoqué pour Moscou un système compétiteur complet. Vous pouvez un peu nous éclairer ce que vous entendez par là. Deuxième petite question, l'Arctique, vous me dites si je me trompe, est bien sûr géré par aucun pays en propre. C'est, je pense, peut-être l'ONU qui gère notamment une partie de ce territoire. Et si d'aventure la Chine aurait l'idée, on va dire, saugrenue de prendre possession d'une partie de l'Arctique, quel organisme peut, disons, l'en dissuader? Merci beaucoup. Alors tout d'abord, concernant la Russie, j'ai fait référence à un éventail capacitaire complet de la part de Moscou dans la région, dans la mesure où, pour la Russie, l'Arctique constitue une zone essentielle de longue date pour sa stratégie de défense. C'était le cas déjà durant la guerre froide. Et donc une zone qu'elle considère comme étant son précaré dans une large partie. Cela l'a conduit à avoir développé depuis des décennies et de façon renforcée ces dernières années
toute une stratégie et des moyens dédiés à la région. Les infrastructures militaires de la Russie dans la région sont nombreuses, elles sont en croissance. Les moyens russes sont très souvent conçus avec les contraintes arctiques en tête de manière très forte. Donc toutes ces questions font que la Russie constitue aujourd'hui, les forces militaires russes sont aujourd'hui particulièrement à même d'agir en Arctique dans un éventail capacitaire particulièrement large qui donc pose des questions s'agissant de l'Alliance Atlantique, en particulier dans la zone de friction potentielle avec l'Atlantique Nord. Ensuite, s'agissant de la Chine, qui se définit, comme je l'ai expliqué, comme une puissance proche du proche arctique, elle assume une ambition forte dans cette région et monte en puissance, aujourd'hui essentiellement d'abord en matière scientifique et commerciale. Cependant, elle le fait largement à travers des capacités duales, notamment à travers des brise-glaces et également des infrastructures, qui donc, étant donné les vastes moyens de la Chine, laissent envisager, à horizon d'1 ou 2 décennies, une empreinte militaire chinoise potentiellement importante dans la région. À terme, une telle présence militaire chinoise renforcée, qui reste pour l'heure hypothétique, si elle s'articulait avec celle de la Russie, dont la Chine est aujourd'hui stratégiquement très proche, serait susceptible de peser sur les intérêts de la France et de ses alliés de l'OTAN. Il s'agit donc d'un sujet de préoccupation pour le ministère des Armées. Bonjour monsieur, Mériel Crafret de Valeurs Actuelles. J'ai juste une précision. Vous avez dit que la zone d'intérêt particulier de la France s'étendait du Groenland à l'ouest à la mer 2 et j'avoue que j'ai loupé le... Si vous voulez bien répéter, merci beaucoup. Bien sûr, il s'agit de la mer de Kara. Pierre Julien, Aerospace. Est-ce que la France a la volonté d'imiter la Grande-Bretagne et de créer une base en Grand Nord? Alors eux, c'est norvégien, c'est dans le Grand Nord norvégien, je crois, c'est du côté de Tromsø, enfin le camp Viking. Est-ce qu'il y a cette volonté à travers ce que vous nous dites? À ce stade, une telle possibilité n'est pas prévue. La France entend renforcer sa présence en Arctique, mais pour l'heure, sans avoir de moyens permanents déployés dans la région. L'idée est davantage que nos moyens y soient plus souvent déployés. Ils le sont déjà. C'est notamment le cas des moyens de la Marine nationale. C'est le cas également, ça a été le cas également récemment de moyens de l'armée de l'air et de l'espace, puisque, comme vous le savez certainement, l'exercice Pégase 2025 a eu une séquence très importante en Suède, avec une séquence de projection de puissance vers le nord. Et donc dans ce cadre-là, la logique française consiste à renforcer nos partenariats d'une part, et à renforcer, à rendre plus courant et plus important nos déploiements temporaires et réguliers dans la région. Rebonjour, Éric Bigala, Radio France. Pour ce qui est du capacitaire, la stratégie envisage-t-elle des matériels un petit peu nouveaux dont on n'est pas équipé, des avions qui peuvent atterrir sur la banquise, sur ce genre de choses, sur ski par exemple, des brise-glaces, pas forcément atomiques, mais enfin qui puissent au moins frayer le passage sur une glace de moins d'1 mètre, ce genre de choses dont nous ne disposons pas, à ma connaissance, qu'on est obligé de louer, souvent aux Russes d'ailleurs, quand on veut. Alors, s'agissant de la déclinaison capacitaire de la stratégie, donc, tout d'abord, j'en profite pour réaffirmer que cette dimension capacitaire est une dimension de la stratégie, mais n'est pas la seule, et qu'elle doit s'inscrire dans un cadre plus large qui s'articule avec des coopérations, bien sûr, avec nos alliés. Donc, cette dimension capacitaire ne passe pas forcément par le fait de se doter de moyens spécifiques dédiés à l'Arctique. Elle passe également par l'examen au cas par cas du durcissement, de l'adaptation des moyens existants au théâtre arctique. Choix qui doit être fait en fonction de chaque matériel, de l'intérêt qu'il aurait pour le théâtre, des surcoûts évidemment induits. Donc là, ce sera un travail de long terme dans le cadre des processus capacitaires et de rénovation des matériels des armées. Pour vous donner un exemple de cette logique-là, l'A400M a fait des déploiements en Arctique ces derniers mois, au Canada et au Groenland, qui ont eu pour vocation de valider la capacité à opérer cet équipement dans des conditions de grand froid dans le Grand Nord, et c'est une logique qui pourrait être étendue à d'autres matériels. Ensuite, s'agissant d'acquisitions capacitaires spécifiques, telles que la capacité brise-glace, il s'agit bien sûr d'une capacité utile pour opérer dans la zone, mais qui est loin de résumer les enjeux d'accès que j'ai évoqués, enjeux qui passent par le durcissement des matériels, mais aussi par l'acquisition d'un savoir-faire spécifique, par la connectivité, qui est également un enjeu essentiel dans la région, la disposition de points d'appui, etc. Dans ce cadre, la capacité brise-glace est potentiellement intéressante, mais elle n'est pas prévue à ce stade dans la programmation militaire.
Une petite question éventuellement. Vous avez parlé de partenariat, d'une démarche partenariale. Est-ce que vous pouvez illustrer cette démarche partenariale ? Bien sûr. Donc, ces démarches partenariales reposent sur l'idée selon laquelle la France et ses partenaires de la région, ses alliés de la région, ont des capacités potentiellement complémentaires en Arctique. Les pays arctiques, notamment les pays scandinaves, qui résident dans la région arctique, ont des besoins suffisants qui souvent les justifient l'acquisition de moyens de niche particuliers dédiés à la région arctique, ce dont la France n'a pas forcément l'usage complet. A l'inverse, la France dispose de capacités plus générales qu'elle peut partager avec ces pays. Et donc, dans ce cadre-là, des échanges capacitaires sont possibles. Ils sont notamment envisagés en matière spatiale, domaine dans lequel l'Arctique pose des défis particuliers, notamment en matière de couverture de télécommunications vers la région, ce qui n'est pas le cas avec nos satellites de communication classiques. Ensuite, s'agissant du format de coopération, il est à souligner que la quantité et l'importance des exercices qui sont conduits avec les pays de la région s'intensifient ces dernières années. Exercices à la fois bilatéraux et multilatéraux. De ce point de vue-là, j'ai déjà cité l'exercice Pégase de cette année. On peut également citer l'exercice de l'OTAN Nordic Response en 2024, exercice qui a conduit à des déploiements à la fois de moyens de la Marine nationale avec une frégate multimission et un sous-marin nucléaire d'attaque, mais également des moyens de l'armée de terre issus de la 27e brigade d'infanterie de montagne en Laponie finlandaise et norvégienne. Et on peut également citer, dans un domaine un peu plus bas du spectre, mais néanmoins tout à fait important, un exercice annuel avec le Danemark, à laquelle la France participe, l'exercice SAR Argus, auquel la France participe depuis 2018, qui est un exercice de sauvetage en environnement extrême dans l'Arctique, ce qui montre que toutes ces coopérations avec ces pays tendent à se renforcer ces dernières années, et la logique de la stratégie présentée aujourd'hui est que cela continue dans les années à venir. Merci beaucoup. Comme vous l'avez dit, c'est un espace assez extrême, et il y a beaucoup de marines qui sont capables d'aller en Arctique. Non, assez peu. Le déploiement maritime en Arctique, notamment le long de la route maritime du Nord, n'est pas un sport de masse. Très peu de marines en sont capables. La démonstration qu'avait faite la France en 2018 avec le bâtiment de soutien et d'assistance hauturier Rhône, qui avait fait avait suivi toute la route maritime du Nord sans aide des brise-glaces russes en septembre, avait été tout à fait importante. Et de manière générale, la marine déploie régulièrement ses unités en Atlantique Nord et dans le Grand Nord, et donc dispose de ces capacités grand froid, capacités qu'il convient d'entretenir et de renforcer dans les années à venir. Ce qui est d'ailleurs également vrai, dans une moindre mesure, pour les autres armées. Est-ce que vous pensez que pourrait être envisagée la construction d'un deuxième brise-glace pour la marine nationale? Parce qu'il y en a un pour l'Antarctique. Est-ce qu'il pourrait y en avoir un pour l'Arctique? Est-ce que c'est une question que vous posez? Je vous réitère la réponse que j'ai faite il y a quelques instants. Donc non, ce n'est pas envisagé par la programmation militaire actuelle. Le sujet, c'est une capacité intéressante, mais qui à ce stade n'est pas ciblée par notre programmation militaire. Merci beaucoup. S'il n'y a plus de questions, nous allons passer au point sur les opérations militaires françaises avec le colonel Guillaume Vernet. Merci Madame la Directrice. Bonjour à tous et à toutes. Nous allons commencer ce tour d'horizon des opérations avec la zone Europe où, dans une posture ferme et non escalatoire, les armées françaises contribuent activement aux missions de réassurance de l'Alliance sur le flanc est de l'Europe avec des moyens adaptés et réactifs. On commence avec la Roumanie, où au cours de la semaine passée, le bataillon multinational de l'OTAN sous commandement français a lancé la première phase des exercices Eagle Wings et Eagle Fury. Ces derniers permettent la vérification complète des capacités du bataillon dans des manœuvres exigeantes de combat qui ont été simulées, ainsi que lors de manœuvres à tir réel avec l'ensemble des moyens du bataillon, à savoir du VBCI et des chars Leclerc. Ces séquences viennent renforcer le niveau de préparation et la cohésion des unités du bataillon. On passe maintenant au soutien militaire à l'Ukraine, puisqu'en Pologne, depuis le début de son engagement en soutien de la mission d'assistance militaire de l'Union européenne, EUMAM, la France renforce les capacités des forces armées ukrainiennes. Les formations se poursuivent cette semaine encore avec des instructions au combat en milieu urbain, en tranchées
ainsi qu'une formation d'équipage et techniciens de maintenance de véhicules de l'avant blindés. Tout ceci permet un précieux échange de savoir-faire entre les armées françaises et ukrainiennes, répondant aux besoins exprimés par le partenaire. Et elles attestent également du soutien résolu de la France dans son appui militaire à l'Ukraine. On passe maintenant à l'Atlantique Nord, où une frégate multimission, une FREMM de la Marine nationale, poursuit sa patrouille de surveillance maritime. Donc, la semaine dernière, au large de l'Islande, la frégate a été ravitaillée à la mer par le bâtiment britannique Tide Force. À cette occasion, elle a également réalisé des exercices de lutte antiaérienne et de secours à la mer. Ces manœuvres, conduites dans l'environnement exigeant du Grand Nord, permettent la consolidation des liens entre les armées françaises et leurs alliés régionaux, ainsi que le renforcement de la connaissance de cette région stratégique essentielle. On passe maintenant à la Méditerranée, où l'exercice amphibie interarmé Argo 25 s'est déroulé du 7 au 9 juillet en mer Égée. Il s'inscrit dans la dynamique générale de coopération entre les armées grecques et françaises dans le contexte du partenariat stratégique signé le 28 septembre 2021. Argo 25, c'est un exercice qui a rassemblé plus de 1000 militaires sous le commandement d'un état-major tactique conjoint franco-grec embarqué à bord d'un porte-hélicoptère amphibie de la Marine nationale. Il a mobilisé du côté français donc ce PHA avec son sous-groupement tactique embarqué, un SGTE, ainsi qu'une frégate légère furtive. Du côté grec, c'est une frégate et un bâtiment de débarquement qui ont été déployés. Cet exercice, mobilisant des moyens du haut du spectre des deux armées, est une illustration de la coopération franco-grecque. Les manœuvres amphibies de grande envergure sous commandement conjoint ont permis un renforcement de l'interopérabilité et de la préparation opérationnelle entre les deux armées. Ces liens de confiance développés dans un cadre opérationnel exigeant attestent d'une capacité commune d'agir ainsi que d'une relation bilatérale privilégiée. Toujours en Méditerranée, puisque la France est une nation riveraine de la Méditerranée tout en étant nation de l'OTAN, eh bien la France a pris au 1er juillet le commandement du Commander Task Force Med, le CTF Med. Elle fait ainsi bénéficier à l'Alliance de son expertise du théâtre méditerranéen et de son niveau avec les partenaires de cette région. Le CTF Med, c'est l'un des 5 nouveaux états-majors de l'OTAN de niveau tactique. Ils ont été créés pour renforcer la capacité de réponse aux menaces actuelles et améliorer la posture de défense collective. C'est un commandement qui est placé sous le contrôle opérationnel du JFC Naples, qui est le délégué à l'état-major de Marcom. Et ce commandement tactique ce commandement est chargé d'assurer le commandement tactique des forces maritimes de l'OTAN en mer Méditerranée. Donc toujours en Med, mais dans la partie orientale, vous savez que face à la crise régionale, un dispositif réactif et modulable est déployé par les armées françaises. Donc au sein de ce dispositif, une frégate contribue à l'appréciation autonome de situation de la France dans la région. Par ailleurs, la frégate déployée en océan Indien continue d'assurer la mission d'appréciation de situation dans la zone du détroit d'Ormuz afin de contribuer à la sécurité maritime et de promouvoir la liberté de navigation dans ce détroit international ainsi que dans les golfs arabo-persiques et les golfs d'Oman. En parallèle, un avion de patrouille maritime Atlantique 2 est venu renforcer le dispositif des forces armées françaises aux Émirats arabes unis. Cet aéronef contribuera aussi à promouvoir la liberté de navigation de Suez à Ormuz. On passe au Liban où les soldats français de la Force Commander Reserve de la FINUL poursuivent leur patrouille régulière au plus proche de la Blue Line. Menées en étroite coopération avec les forces armées libanaises, ces patrouilles appuient leur redéploiement, contribuant ainsi à la stabilité régionale. En Irak, maintenant, les rafales de la base aérienne projetée au Levant assurent la permanence aérienne de la coalition au-dessus de la zone dans le cadre de la mission Chamal, mission de lutte contre la résurgence de Daesh. Le dispositif français contribue également à la protection des emprises françaises, la protection des partenaires et ainsi de la coalition dans la région. On passe maintenant à la Corne de l'Afrique où la France s'engage aux côtés de Djibouti dans le cadre du traité de défense bilatéral qui lie les deux pays. Ainsi, du 29 juin au 6 juillet, les Mirage 2000-5 des FFDJ ont effectué 18 sorties aériennes. Ces vols s'inscrivent dans le cadre du maintien en condition opérationnelle des pilotes dans le domaine de la défense de l'espace aérien djiboutien. Toujours en Afrique, dans le golfe de Guinée, maintenant, le patrouilleur de haute mer commandant Bouan poursuit son déploiement dans le cadre de la mission Corimbe, qui est destinée à lutter contre la piraterie et les trafics illicites.
À la suite d'une escale à Cotonou, le commandant Bouan a repris la mer en effectuant une patrouille conjointe avec le patrouilleur béninois Ali Bori avant de rejoindre Tema au Ghana. Ces manœuvres conjointes contribuent activement à la mise en œuvre de l'architecture de sécurité régionale issue du processus de Yaoundé. On passe à l'Indo-Pacifique, et plus spécifiquement à Mayotte, où les militaires des forces armées de la zone sud de l'océan Indien sont toujours engagés au plus près de la population et œuvrent sur plusieurs chantiers en appui des autres services de l'État. Ainsi, cette semaine, le bataillon a conduit 2 chantiers de réhabilitation d'infrastructures au profit des populations mahoraises touchées par le cyclone Chido. On passe à la zone Antilles-Guyane. Tout d'abord pour la Guyane, puisqu'agissant dans le cadre de l'opération Harpie de lutte contre l'orpaillage illégal, les forces armées en Guyane et les forces de sécurité intérieure ont conduit, depuis leurs postes avancés, plusieurs patrouilles conjointes en différents points stratégiques du territoire, en forêt et sur les fleuves, permettant le démantèlement de sites d'orpaillage clandestins. Parallèlement à ça, en mer, une vedette côtière de surveillance maritime ainsi qu'une embarcation remonte-filet ont effectué une patrouille de surveillance maritime de lutte contre la pêche illicite. À cette occasion, les embarcations appuyées par un avion de surveillance maritime des forces armées guyanaises ont contrôlé et dérouté un navire en action de pêche illégale au large de Irakubo. Ces opérations menées régulièrement par les FAG garantissent la souveraineté de la France dans ces zones économiques exclusives françaises et ainsi la préservation des ressources. On passe à la zone Antilles où le 27 juin, un bâtiment de la Marine nationale a procédé à l'interception d'une embarcation rapide naviguant sans pavillon. Lors de la montée à bord, la présence d'une cargaison suspecte a été constatée. Et au total, ce sont 100 ballots de cocaïne pour un poids total de 2449 kg qui ont été saisis. Cette nouvelle intervention porte à plus de 17 tonnes la quantité de produits stupéfiants saisis par les forces armées aux Antilles en 2025. Les FA conduisent des opérations de lutte contre le trafic international de stupéfiants en haute mer tout au long de l'année, contribuant ainsi directement à la stabilité régionale et à la protection des populations. On termine avec le territoire national, puisque des moyens humains, aériens et motorisés des armées françaises sont déployés aux côtés de la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises dans le cadre de l'opération de lutte contre les feux de forêt. À ce titre, depuis le 5 juillet, 2 sous-groupes du génie intégré, composés d'engins de chantier lourds capables de créer des pare-feux, des coupe-feux et des pistes d'accès, sont engagés aux côtés des autres services de l'État afin de contribuer à la lutte contre les incendies qui ont cours dans le sud de la France. Par ailleurs, suite à une demande de concours des autorités préfectorales de Corse, un hélicoptère de manœuvre de type Puma a été déployé afin de transporter des sapeurs-pompiers dans des zones difficiles d'accès. Et toujours sur le territoire national, les militaires français mobilisés dans l'opération Sentinelle sont engagés au quotidien aux côtés des Français. Donc, à Lille, les forces armées en zone de défense et de sécurité nord ont été réquisitionnées pour participer à la sécurisation du départ de la 112e édition du Tour de France en appui des forces de sécurité intérieure. Ce dispositif de sécurité se poursuivra à l'occasion des autres étapes du Tour de France jusqu'à son arrivée à Paris. Les patrouilles de l'opération Sentinelle, déployées de manière continue, visible et dissuasive, en étroite coordination avec les forces de sécurité intérieure, contribuent directement à la protection de la population. Voilà, ceci conclut mon intervention. Je suis prêt à répondre à vos questions. Une petite précision sur l'état-major à Naples. Combien de personnel ont déployé à Naples pour prendre justement l'état-major? Alors CTF-Med, j'ai sincèrement pas la réponse ici. Je peux vous la communiquer. Bonjour monsieur. Après le conflit entre l'Inde et le Pakistan, le ministère des Armées estimait que le Rafale a été visé par une campagne de désinformation. Et au-delà de l'avion, c'est l'image de la France qui est en jeu. Et ma question, c'est comment la France va défendre sa réputation dans le secteur de la défense et aussi notamment à l'international, s'il vous plaît. Merci. Alors, la première action de défense, c'est déjà révéler qu'il y a une campagne de désinformation. Et c'est ce qui a été fait depuis le début. Donc, en fait, nous, de notre côté, on essaie surtout de prôner la transparence, puisque cette campagne de désinformation, elle a été constatée assez rapidement. Et donc, notre meilleure arme, comme je le dis régulièrement à ce pupitre, c'est d'abord et avant tout la transparence. Donc, la révélation d'une campagne, c'est déjà un premier point. Alors, si nous n'avons plus de questions, nous allons passer au point complémentaire. 2025, donc c'est sur le partenariat franco-indonésien. 2025 est une année importante pour la relation franco-indonésienne. Nous célébrons
En effet, les 75 ans de relations diplomatiques entre nos deux pays, c'est dans ce contexte que nous avons le plaisir de recevoir dans quelques jours l'Indonésie en tant qu'invité d'honneur du défilé du 14 juillet. Plus de 250 militaires indonésiens issus des trois armées défileront ainsi sur les Champs-Élysées. Ils seront accompagnés par près de 200 musiciens qui nous feront découvrir la musique militaire indonésienne. Partenaires stratégiques depuis 2011, la France et l'Indonésie ont une coopération particulièrement dynamique dans le domaine de la défense. Et en début d'année, le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, s'était rendu en Indonésie. Et à cette occasion, le groupe aéronaval avait fait sa première escale en Indonésie, signe de la confiance unissant Paris et Jakarta. Le 28 mai dernier, le ministre des Armées a de nouveau rencontré son homologue indonésien à l'occasion d'une visite d'État du président de la République en Indonésie. Et les deux ministres ont signé une lettre d'intention portant sur l'acquisition future par l'Indonésie de Rafale, frégates légères, sous-marins Skorpen et canons César supplémentaires. Le capitaine de vaisseau, Nicolas Rossignol, chef du département Asie-Océanie et Amérique latine de la DGRIS, nous présente aujourd'hui les enjeux de cette coopération franco-indonésienne en pleine expansion. Merci beaucoup, c'est à vous. Merci beaucoup, Madame la déléguée. Mon général, Mesdames, Messieurs, en conviant l'Indonésie en tant qu'invité d'honneur pour le défilé du 14 juillet, le président de la République a souhaité souligner la vigueur de l'amitié franco-indonésienne, illustrée par l'accueil très chaleureux reçu lors de la visite d'État fin mai. À cette occasion, le ministère des Armées souhaite mettre en exergue la vitalité et les perspectives de notre partenariat en pleine expansion dans le domaine de la défense. L'Indonésie est le plus grand archipel du monde, le 4e pays le plus peuplé, et une nation motrice sur les enjeux régionaux en Indo-Pacifique, tout particulièrement au sein de la principale enceinte multilatérale de la région, l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est, l'ASEAN. Depuis 2011, comme vous l'avez évoqué, l'Indonésie est un partenaire stratégique de la France. Située au carrefour des routes maritimes mondiales, aux confluences des océans Indien et Pacifique, l'Indonésie a une position clé. C'est un acteur géopolitique de premier rang avec lequel nous partageons des valeurs communes et des intérêts convergents dans de nombreux domaines. Partageant un même attachement à la stabilité de la région, ces convergences de vues vont de la défense du droit international à la préservation de la liberté d'accès aux espaces communs, à la sûreté maritime, jusqu'à la nécessaire protection des océans et écosystèmes marins. Dans une région structurante pour l'économie mondiale qui concentre 60% de la croissance économique, plus de 50% du trafic de conteneurs, les enjeux sont principalement liés au domaine maritime. Face aux tensions et aux différends territoriaux, l'Indonésie et la France s'opposent à une logique de sphère de coercition qui pourrait prévaloir en Indo-Pacifique et sont engagées en faveur du multilatéralisme et de la résolution pacifique des conflits. Notre coopération de défense est en pleine expansion et constitue un des piliers de la relation bilatérale, ce qui se traduit par de fréquents entretiens ministériels et un dialogue stratégique annuel, réuni pour sa 11e édition fin avril 2025 à Jakarta. Elle se décline aussi par des visites régulières de hautes autorités militaires, une coopération renforcée dans le domaine des équipements, ainsi que des interactions navales, aériennes et terrestres ou au sein des opérations de maintien de la paix de l'Organisation des Nations Unies, comme par exemple au sud Liban au sein de la FINUL. Enfin, ces échanges croissants se traduisent également dans le domaine de la formation et de l'enseignement du français. Je vais maintenant revenir sur les différents domaines illustrés sur cette vue. Tout d'abord, en matière de coopération industrielle et d'équipement de défense, l'Indonésie se dote de différents matériels français afin de moderniser ses forces armées et de renforcer son autonomie stratégique, principal marquant de l'offre française de partenariat de souveraineté. Des contrats ont été signés récemment d'acquisition de Rafale, d'A400M, de sous-marins Skorpen, de canons César ou encore de radars de veille air et viennent s'ajouter aux précédentes acquisitions. La livraison de ces équipements, en particulier les aéronefs, devrait débuter d'ici à la fin de l'année et la France accompagne son partenaire indonésien pour soutenir sa montée en puissance d'appropriation de ces équipements. Une fois ces équipements livrés, l'Indonésie sera le partenaire avec lequel les armées auront le plus grand nombre de matériel en commun
dans la région. Le partenariat franco-indonésien se traduit également sur le plan industriel à travers différentes coopérations entre entreprises françaises et indonésiennes, de transfert de technologies en soutien du développement de la base industrielle et de technologie de défense indonésienne. Le dynamisme de notre relation bilatérale se décline également via un nombre croissant d'interactions avec les armées indonésiennes. Le début de l'année a été marqué par le soutien très étendu apporté à notre partenaire au déploiement Clemenceau 25 et à l'exercice multilatéral La Pérouse, marqué notamment par l'escale inédite du porte-avions Charles de Gaulle à Lombok. En parallèle, une frégate a pris part à l'exercice multinational indonésien Komodo. Le passage régulier depuis 2018 de la mission Pégase de projection de puissance de l'armée de l'air et de l'espace dans l'archipel indonésien a ainsi permis de développer les interactions aériennes, dynamique qui devrait se poursuivre avec l'arrivée des premiers Rafales et A400M indonésiens. Dans le domaine terrestre, la deuxième édition de l'entraînement conjoint Garuda Guerrier, réalisé mi-mai, a permis de consolider ce volet plus récent de la relation militaire. Les échanges se poursuivent entre états-majors quant à l'ouverture de nouveaux domaines de coopération. Enfin, ce partenariat est appelé à se développer dans le domaine de la formation et de l'enseignement du français. Les écoles et centres de formation des armées, directions et services devraient accueillir ainsi un nombre croissant d'officiers et d'étudiants indonésiens dans les prochaines années. Des efforts importants sont également déployés dans le domaine de l'enseignement du français avec le soutien de la Direction de la coopération et de la sécurité de défense du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. En effet, les Indonésiens sont fortement engagés dans les opérations de maintien de la paix, notamment en zone francophone, mais cela marque aussi leur volonté de mieux appréhender les systèmes d'armes qui leur sont destinés. Au cours de sa visite en Indonésie, le président de la République a ainsi inauguré le nouveau département d'enseignement du français au sein de l'Académie militaire, dont est issu le président indonésien Prabowo Subianto. Cette dynamique de coopération fait de l'Indonésie un de nos principaux partenaires en Indo-Pacifique. La signature d'un accord de coopération de défense en 2021, d'accords subsidiaires, notamment en matière d'échange d'informations classifiées, ainsi que d'une lettre d'intention pour l'acquisition complémentaire d'équipements en mai dernier, ont fait rentrer notre relation bilatérale de défense dans une nouvelle dimension. La participation de l'Indonésie au défilé du 14 juillet, avec plus de 450 militaires issus de détachements des 3 armées et de cadets de l'Académie militaire, permettra donc de mettre à l'honneur ce partenariat en pleine expansion. Mesdames, Messieurs, je vous remercie pour votre attention et je me tiens à votre disposition pour des questions éventuelles. Merci beaucoup, commandant. Quelques questions? Oui, bonjour, commandant. C'est pas très clair. Il y a eu des commandes supplémentaires d'avions. On avait des commandes fermes pour ce qui était des Rafales de 42 appareils. Première livraison prévue début de l'année prochaine. On a parlé ici et là de 12 à 24 Rafales supplémentaires. Est-ce que les choses sont précises? Et ce que vous avez cité, Scorpion, César, Radar, s'agit-il là aussi de commandes nouvelles ou de commandes anciennes? Je pense au radar, ça fait déjà 2 ou 3 ans qu'ils ont été... c'est le GM400 de Thales, il me semble. Il y en avait 13. GM400 et GM200. Et GM200. Effectivement, il y en avait 13, mais il y avait une possibilité d'une enveloppe supplémentaire, on va dire. Donc, est-ce qu'on parle de ça? Alors, merci pour votre question. Dans un premier temps, l'Indonésie s'est déjà portée acquéreur d'un certain nombre de matériel français. Je pense aux hélicoptères, aux navires océanographiques. Ensuite, il y a eu une séquence assez forte, effectivement, depuis 2019 et l'arrivée de Prabowo Subianto comme ministre de la Défense, de nouvelles acquisitions. Donc c'est le deuxième temps, avec effectivement les 42 Rafales que vous évoquez, les A400M, pour lesquels les contrats sont, dans la majeure partie, entrés en vigueur ou vont entrer en vigueur prochainement. Puis ensuite, il y a la lettre d'intention qui a été signée fin mai et qui n'est qu'un point de départ pour des discussions, une volonté commune, partagée, d'initier des engagements pour des commandes supplémentaires. Je pense que c'est une marque de confiance de la relation franco-indonésienne, mais également une marque de confiance dans la fiabilité et la performance des équipements français.
J'espère avoir répondu à votre demande de clarification. Après, le nombre d'avions, je pense qu'entre le moment où l'aide d'intention a été signée, ensuite les discussions vont s'initier entre industriels, entre gouvernements. Il y a également des problématiques de financement qui doivent être prises en compte. Et ça va encore s'ajuster avant que le contrat soit prêt pour une signature. Puis ensuite, après la signature, il y a l'entrée en vigueur. Donc il y a encore différentes étapes. Il est possible que cela fluctue encore un peu. Alors, à mon degré de connaissance de la préparation des éléments de défense liés à la visite du président Prabowo Subianto, non, mais on n'est pas à l'abri d'une surprise non plus. Je crois qu'on avait tous la même question à vous poser, effectivement, à propos de cela. Donc, ces 42 Rafales, juste pour préciser tout ça, il y a bien 42 Rafales commandées. Il y a 42 Rafales en commande ferme, dont les premiers aéronefs devraient sortir d'usine en fin d'année et arriver en Indonésie début 2026. D'accord. Et il y a une lettre d'intention pour 12 ou 24 en fonction. Donc c'est celle qu'on attendait peut-être pour ce 14 juillet avec la venue du président indonésien. Bon, comme vous le dites, on n'est pas à l'abri. Je ne vais pas dire à l'abri. Ça serait plutôt une très bonne surprise. La lettre d'intention a été signée. Voilà, c'est-à-dire que la lettre d'intention a été signée pour engager des discussions pour des commandes d'équipements supplémentaires et qui ne concernent pas que le Rafale, mais également des sous-marins et d'avoir des échanges également sur d'autres équipements français. C'est ce qui fait derrière que l'Indonésie est en train d'avoir une surface d'équipements communs avec les armées françaises qui est extrêmement étendue. Mais donc cette lettre d'intention, elle a été signée. Maintenant, ça fait 1 mois et demi, et dans l'espace d'1 mois et demi, vous imaginez bien que les engagements ou les discussions ont été initiés, mais n'ont probablement pas abouti à des résultats concrets sur lesquels on puisse communiquer à l'occasion du 14 juillet. Mais là aussi, on est à l'écoute du partenaire. Christophe Villon, à nouveau pour Défense Expert et Airfan. Mon commandant, première petite question. Est-ce que vous avez en tête le pourcentage du PIB consacré donc à la défense par l'Indonésie? Autre petite question pratique, vous avez bien sûr évoqué donc des partenariats bien sûr militaires. Quelle est la place de la France dans ces partenariats? Est-ce qu'il y a d'autres nations qui sont partenaires importants avec l'Indonésie? Et enfin, au niveau pratique, comment ça se déroule lorsque la France invite un pays comme l'Indonésie? Je pense que forcément c'est pris longtemps à l'avance, mais est-ce que la décision a été prise longtemps à l'avance et peut-être validée par la visite du président en Indonésie il y a quelques mois? Merci. Alors, sur la première question, sur le PIB, de mémoire, mais je peux revenir vers vous avec des éléments plus précis, je pense que l'engagement de défense de l'Indonésie à l'heure actuelle, c'est proche de 1%. Alors effectivement, comme d'autres pays, ils aimeraient pouvoir le porter plus rapidement à 2 ou à 3%. Je pense que si à la fin de son premier mandat, le président indonésien arrive à 1,5 à 2%, ce serait déjà bien. Là aussi, il y a d'autres enjeux que la défense. C'est quand même un pays qui est très vaste, vaste archipel. Ça s'étend sur près de 5000 km². Donc il y a un certain nombre également d'enjeux d'aménagement du territoire par ailleurs. Sur votre question sur le partenariat, effectivement, la posture d'équilibre sans S du président indonésien fait qu'il est enclin à développer des relations et avec Pékin et avec d'autres partenaires, y compris les Russes. Ils ont longtemps été clients de l'armement russe. Donc il y a une place à se faire avec une surface d'équipement très étendue et donc on a une opportunité qui se présente à nous, un créneau tout à fait favorable. Une relation bilatérale, il y a plusieurs leviers, et les principaux leviers, de manière à être très schématique, des points de convergence politique, des intérêts opérationnels en commun et des équipements en commun. Et on voit bien que là, on a les 3 leviers, donc on a la possibilité d'avoir une relation extrêmement dynamique pour pouvoir se faire une place de choix auprès de nos partenaires indonésiens. Et ça se couple avec l'enseignement du français et une part très importante en termes de formation qui répond à la volonté du partenaire. Ensuite, en ce qui concerne l'annonce de l'invitation d'honneur qui a été adressée à l'Indonésie et au président Prabowo à l'occasion de la visite du président, ça relève du choix du président de la République. Bonjour, Hélène Chachati, BFM Business. Sur tous ces équipements militaires qui font l'objet de contrats avec l'Indonésie, est-ce qu'il y a tout un volet que vous avez peut-être peu abordé sur la politique d'offset et de soutien à la BITD indonésienne?
Alors, je l'ai évoqué sur le fait qu'il y ait des transferts de technologie, mais c'est le cas effectivement pour les 2 sous-marins Scorpion qui vont être co-construits entre Naval Group et une société indonésienne. Désormais, ça fait partie des éléments incontournables des contrats d'armement. Et donc, ça se traduit effectivement sur le plan industriel, mais pas uniquement dans le domaine de la formation. Et donc, les industriels, que ce soit Naval Group ou que ce soit Dassault, ont investi dans le domaine de la formation, de la recherche. Et donc, c'est toute une dynamique dont la part visible pour les armées, ça va être l'accueil effectivement d'un nombre croissant d'officiers et d'étudiants indonésiens dans les écoles des 3 armées, mais également dans les écoles d'ingénieurs sous tutelle de la DGA. Merci beaucoup. Vous avez parlé de l'escale du porte-avions Charles de Gaulle en Indonésie, qui est assez exceptionnelle. Vous pouvez préciser en quoi c'est exceptionnel? Eh bien, en fait, effectivement, c'est la première escale à quai d'un porte-avions, toutes nations confondues. Ça veut dire que le geste politique que le président Prabowo a souhaité faire à l'adresse de la France est un geste politique fort, un gage de confiance, qui témoigne des convergences de vues politiques entre nos 2 dirigeants. C'est également un marquant des 75 ans de relations diplomatiques, puisque c'est une année anniversaire pour nous. Et puis, ça s'inscrivait également dans la dynamique de la visite du président de la République fin mai. Donc, c'est une certaine prouesse. Au-delà du symbole, c'est vraiment le geste politique qu'il faut retenir. Aucun autre porte-avions n'était allé à quai jusqu'à présent en Indonésie. Merci beaucoup, commandant. S'il n'y a plus de questions, on termine donc ce point presse. Et je vous remercie à toutes et à tous pour votre présence. Je remercie aux intervenants, au colonel Vernet également. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, jeudi prochain, même heure, pour le prochain point presse. Et je vous souhaite un très bon défilé du 14 juillet.